Bonjour à tous. Je vais vous évoquer en quelques mots une aventure économique qui a touché le pays de Loudéac, on peut dire, de 1500 à 1850. C'est cette histoire... Non, mais je le fais. Merci. On met pleine page. C'est ce que je fais. Semble-t-il que ça ne veille pas. Bon, on voit bien. Donc, cette histoire, elle commence à la fin du Moyen-Âge, au début du XVIe siècle, et voici le paysage que nous présente la Bretagne à cette époque-là. On est très étonné quand on découvre effectivement l'importance du monde toilier en Bretagne au cours du XVIe siècle, avec des variantes entre l'Est et l'Ouest de notre province. Commençons par l'Ouest de la province. Sur la côte nord, on trouve une production de toiles de lin que l'on appelle les crêts. Au sud, autour de Le Grenan, une autre production de toiles que l'on appelle les olognes. La différence entre les toiles des crêts et des olognes tient à la fibre textile utilisée. Les crêts sont faites avec du lin, les olognes avec du chanvre. La même distinction se retrouve maintenant à la fois au centre de notre province et à l'est. Dans un quadrilatère dont les pointes extrêmes sont Saint-Brieuc, Corlay, Pontivy et Moncontour, au centre de cet espace se trouve Loudéac, on a une production de toiles de lin que l'on appelle les Bretagnes. Cette fois-ci, dans la partie orientale de notre département, de notre province plutôt, on trouve les Noyals qui, entre Vitré et Noyal-sur-Vilaine, produisent des toiles de chanvre cette fois, alors que les Bretagnes sont des toiles de lin. Ces différents types de toiles sont bien sûr pour une utilisation régionale, mais plus encore pour une exportation. Concernant ce que je pourrais appeler les toiles finistériennes, les crêts, tout aussi bien que les olognes, se commercialisent majoritairement sur le marché anglais. Leur exportation se fait au nord par Roscoff, au sud par Pouldavie. Aujourd'hui encore, sur l'église de Pouldavie, on peut observer les nefs bretonnes qui naviguaient sur la Manche. Toute différente est le commerce qui se pratique à l'est de la province. Les toiles Bretagne se commercialisent majoritairement par Pontivy en direction de Nantes, où des importateurs espagnols commercialisent nos toiles régionales en direction des principales foires qui se situent dans le centre de l'Espagne à cette époque-là. En ce qui concerne les Noyals, leur commercialisation, elle aussi, en direction de l'Espagne, se pratique majoritairement par le port, bien sûr, de Saint-Malo, en n'oubliant pas que ces toiles peuvent être exportées jusqu'au nord de l'Europe. Une émission récente sur le Vasa nous a permis de comprendre qu'au XVIIe siècle, les toiles de Noyal avaient été commercialisées par, bien sûr, la Hollande, mais jusqu'en Suède.
Pour l'essentiel, les toiles à voile qui sont pour les noyales ou pour les olognes sont destinées bien sûr à faire des voiles de bateau. Au contraire, les toiles de lin sont destinées à vêtir les individus. L'histoire ne nous fournit que peu de renseignements concernant le XVIe siècle. Nous savons toutefois que quelques centaines de balles de toile sont exportées à partir de Nantes en direction de l'Espagne. Une croissance régulière est observable au cours du XVIe siècle en ce qui concerne les toiles de la région de Loudéac. La production ne cesse de croître jusqu'à ce que, à la fin de ce siècle, des événements extérieurs n'affectent aussi bien la production que la commercialisation. Sera en particulier les guerres de la Ligue. Vous avez ce matin entendu parler d'un combat qui a eu lieu à Loudéac. Ce n'est pas le seul problème. On a par exemple un exemple d'un petit seigneur local qui s'appelle Laville-Audrin, qui va se saisir de marchands de vitrées qui viennent acheter des toiles à Loudéac, les exécuter et bien sûr se saisir des sommes de monnaie que ces personnages transportaient. Donc vous voyez que, à côté d'une commercialisation progressive de la région de Loudéac, cette région est aussi affectée par la politique régionale et par les différents combats qui vont affecter notre zone, que ce soit dans la région de Corlay, les différentes prises de la ville de Corlay et de son château, que ce soit l'occupation de Uzès par des troupes espagnoles qui ont débarqué dans la région de l'Orient. Vous voyez que le commerce régional est profondément affecté. Nous changeons de siècle. Le nouveau roi Henri IV n'apprécie que partiellement les rapports avec l'Espagne et les mauvaises relations politiques qui affectent la France dans ses relations avec l'Espagne affectent aussi le commerce régional de la région de Loudéac. Et dans ces conditions, on n'a pas d'augmentation des volumes de toiles produits localement et exportés en direction de l'Espagne. Toutefois, les commerçants de notre centre-Bretagne, et en particulier de Loudéac, vont bénéficier d'un gros avantage entre 1618 et 1648. Ceci correspond effectivement à ce qu'il est convenu d'appeler la guerre de 30 ans. Vous me direz, la guerre de 30 ans se déroule sur le territoire de l'Allemagne actuelle. Comment le centre-Bretagne peut-il être affecté par ce conflit? On sait tout simplement que les toiles silésiennes, les toiles hambourgeoises, commercialisées comme nos toiles bretonnes sur les marchés espagnols, ne proviennent plus en Espagne. Et dans ces conditions, on observe non seulement un accroissement du nombre de tisserands dans le centre-Bretagne, mais aussi une augmentation des volumes d'exportation. Il est très malaisé de le vérifier mathématiquement. On peut, de manière indirecte, le vérifier par tout le potentiel architectural que les maisons bâties à cette époque-là nous révèlent, et que la seigneurie d'Uzès montre effectivement comment tous les marchands de toiles de la région ont bâti des édifices en contravention avec le domaine congiable. Bien sûr, ce qui aurait dû être détruit ne l'a pas été. On a payé simplement une amende et nous avons la preuve effectivement que notre région a été en pleine croissance économique. Oui, mais après 1648,
la commercialisation des produits allemands a réinvesti le marché espagnol. Nous avons bénéficié à ce moment-là d'un double avantage. 1657, traité des Pyrénées. La France, dans ces conditions, devient, comme d'autres, un pays favorisé pour son commerce. Et surtout, 1669, les Français obtiennent le Convenio d'Eminente, par lequel, à la différence des autres toiles importées en Espagne, ils ne payent que 3% de droits. Or, je signale que le principe des douanes en Espagne est le suivant. La taxation qui porte sur un produit porte d'abord sur la valeur du produit. Plus un produit est cher, et c'est le cas des toiles Bretagne, ayant de la valeur, plus la taxation est forte. Avec simplement une taxation de 3%, alors que les toiles allemandes sont entre 5 et 7%, la concurrence extérieure est donc moins forte. Cela se vérifie lorsque, sous le règne de Louis XIV, Patoulet, envoyé par la cour de France, étudie le commerce français, en particulier à Cadiz. Les statistiques qu'il nous fournit et que j'ai transcrits sous forme de tableau nous donnent les principales régions toilières françaises, à savoir le Hainaut, la Normandie, le Maine, la Bretagne. Qu'observons-nous concernant surtout la Normandie et la Bretagne? Le volume des toiles exportées depuis la Normandie, aussi bien que la Bretagne, nous fournit, on dira en gros, un tiers des exportations françaises pour chacune de ces provinces. Il va de soi qu'en conséquence, il n'y a pas qu'un volume de production, il y a un transfert de fonds. Et ce transfert de fonds se situe aux environs, suivant les années plus ou moins, aux alentours de 5 millions de livres de l'époque. En comparaison avec ce que vous pourriez imaginer, une livre de l'époque est sensiblement de la valeur d'un franc or d'avant 1914. Donc vous pouvez faire le calcul. Cela se vérifie effectivement, et lorsque Colbert de Croisy, faisant son tour de la Bretagne dans les années 1650, a pu passer par Saint-Malo, il a pu noter effectivement que le commerce de nos toiles de la région de Loudéac, d'Uzel, de Quintin était désormais entre les mains des Malouins. Les années 1650 correspondent effectivement aussi aux premières malouinières. Lorsqu'à la fin du règne de Louis XIV, celui-ci tente, bien sûr, de placer sur le trône d'Espagne son petit-fils, celui qui va devenir Philippe V. Les liaisons qui jusqu'alors existaient entre l'Espagne et ses colonies d'Amérique latine sont partiellement interrompues par les navires anglais. La fameuse Carrera de Indias, qui crée un lien entre l'Espagne et les colonies d'Amérique latine, est partiellement interrompue. Dans ces conditions, les exportations de toiles françaises peuvent être considérées comme nulles. C'est donc à ce moment-là que les Malouins, par l'entremise de l'exportateur d'Anican, vont faire
une liaison directe entre Saint-Malo et les richesses américaines. Passant par les Malouines, la Terre de Feu, ils vont longer les côtes du Chili, arriver au Pérou et être à proximité de Potosi, qui alimente le commerce français en barres d'argent. Ce commerce va, au cours des années, et il a été mis en évidence par André l'Espagnol il y a quelques années, faire des bénéfices qui peuvent atteindre 100-150%. Mais le gouvernement espagnol, dans la défense de ses intérêts, va à son tour placer des navires de guerre pour contrebalancer l'influence des Français. C'est ainsi qu'en 1717, un groupe de navires contrebandiers français est arrêté sur les côtes du Pérou. Cette arrestation est bien sûr enregistrée par les autorités compétentes, et ceci nous permet de voir l'importance des toiles françaises dans le commerce avec les colonies espagnoles. Regardons-les cette fois et voyons la différence par rapport au tableau précédent. Les toiles françaises représentent 22% des toiles exportées, c'est-à-dire autant que toutes les autres toiles qui étaient commercialisées en Espagne. On comprend dans ces conditions que les commerçants locaux de Loudiac, d'Uzel et de Quintin, qui ont participé à l'exportation en participant et en achetant des actions sur les navires français, ont pu se construire un certain nombre de propriétés que nous retrouvons aujourd'hui. Ainsi, dans la petite commune de Saint-Gilles-du-Menez, ainsi à Quintin, ainsi, bien sûr, à côté d'Uzel, le fameux manoir qui sera celui d'Églé. Dans ces conditions, sur une cargaison qui valait près de 2 500 000 piastres, 44% étaient des toiles. Alors pourquoi ces toiles de lin? Eh bien tout simplement parce que pour vêtir les colons, c'était quelque chose de facile sous un pays qui était très chaud. La prolongation de la production des toiles se vérifie tout au long du XVIIIe siècle, à la différence que cette fois, on suit les voies traditionnelles du commerce. On commercialise les toiles à Saint-Malo, les Malouins les exportent à Cadiz, et cette fois-ci, la Carrera de India, qui a repris son cours en direction de l'Amérique latine, exporte les toiles. Il va de soi que dans le complexe politico-économique du XVIIIe siècle, celui-ci va être affecté par les mauvaises relations entre la France et l'Angleterre. Sur la carte que je vous présente, de 1756 à 1763, ce qui correspond à la guerre de 7 ans, non seulement les frégates anglaises empêchent un trafic régulier, mais aussi en 1758, et Yann Lagadec l'a mis en évidence, nous aurons une expédition militaire avec un débarquement anglais autour de Saint-Malo, avec des destructions de navires et ainsi de suite. Ceci n'est pas la seule chose qui peut être observée sur cette courbe. Il faut effectivement prendre en considération, après 1775, ce que l'on appelle les mauvaises relations outre-Atlantique avec la guerre d'indépendance des États-Unis. Je n'oserais pas dire rebelote. Les frégates anglaises, à nouveau,
cingle sur nos côtes. La difficulté de sortir de nos vaisseaux de nos ports est toujours aussi peu évidente. Et dans ces conditions, ce n'est qu'exceptionnellement que quelques neutres, qui eux peuvent circuler, ont l'autorisation de prendre la direction d'Espagne. Car il faut bien se rendre compte que les navires anglais qui cinglent au large de nos côtes arrêtent tous les navires, vérifient les cargaisons qu'ils transportent et se saisissent si ce sont des productions bretonnes. Alors quelques marchands un peu plus subtils que les autres, j'en ai trouvé un par exemple à Uzel, ont cette particularité, ils entrent en contact avec Amsterdam. À Amsterdam, vous avez des banquiers marâmes, c'est-à-dire des Juifs qui ont quitté l'Espagne au XVIe siècle. Ceux-ci ont leurs cousins à Londres. Et donc le cher homme, en prenant une assurance sur Amsterdam, prend une assurance sur les Lloyds à Londres. Donc, si la cargaison est arrêtée, on ne peut pas s'en saisir, car c'est, bien sûr, consigné par l'Angleterre. Mais ça, c'est exceptionnel. La plupart des gens, et vous le vérifiez effectivement, le nombre d'exportations de toiles ne cesse de décroître. Quelquefois, des plus hardis quittent Cadiz, en particulier un gars qui est originaire de Montcautour et qui s'appelle Veillé du Fraîche. Il a un bateau, il vient au Légué, il charge quelques centaines de balles de toile, il est le commissionnaire des marchands locaux, et dans ces conditions, ceux-ci retirent un petit bénéfice, mais vous pouvez noter que c'est relativement faible. Et puis, autre ennui, le convenio d'Eminente, qui n'imposait que 3% jusqu'alors sur l'étoile Bretagne, il est porté à 7, puis 10%, à l'exemple des toiles silésiennes. Mais comme nos toiles bretonnes sont beaucoup plus chères que les toiles silésiennes, que font les Espagnols? C'est relativement simple, ils achètent des toiles silésiennes. Voyons un petit peu ce qu'est le marché aux toiles. Des statistiques du milieu du XVIIIe siècle nous renseignent que le marché qui approvisionne l'Oudiac a 2700 métiers à tisser, c'est-à-dire que sur les 5400 tisserands de la manufacture des Bretagnes, la moitié se situe dans l'aire d'influence de l'Oudiac. Nous avons quelques statistiques plus précises, mais malheureusement du début du XIXe siècle. Il faut comprendre effectivement que le tableau que je vous présente vous donne d'un côté les métiers à tisser et leur utilisation. En noir, ainsi pour l'Oudiac, 637 métiers à tisser existaient à l'Oudiac au début du XIXe siècle. 240 outils étaient utilisés toute l'année. 397 ne l'étaient que partiellement. Qu'est-ce à dire? Eh bien, 240 étaient ouvriers tisserands. Les autres pouvaient être agriculteurs ou d'autres artisans. Ainsi, par exemple, à l'Oudiac, j'ai des exemples qui m'indiquent qu'un cabaretier a aussi son métier à tisser. Peut-être très étonnant, mais non, tout le monde participait. Deuxième commune par l'importance, Plougna, grâce Uzel, vous voyez, au total, nous nous retrouvons avec, bien sûr, une zone particulièrement dense dans la production d'étoiles, puisque jusqu'à 50 métiers à tisser, c'est Saint-Caradec. Encore convient-il de dire que pour Saint-Caradec, celui qui a rédigé le document au XIXe siècle signale qu'il n'est pas sûr de ce chiffre.
Mais vous voyez, Plougna, Grassuzel, Lamotte, Trévé, Longa, vous voyez, on est quand même à plus de, ici, 3000 habitants, 3000 tisserands. Que produisait-il? Eh bien, ce qu'on appelle des Bretagnes larges, c'était majoritairement autour de Quintin. C'est-à-dire des pièces qui valaient un peu plus de 20 tonnes. Je rappelle que l'aune, c'est 1,40 m. Donc, vous voyez, 20 tonnes, ça vous fait 28 mètres. Des Bretagnes étoiles, là aussi, la Bretagne large fait 2 tiers d'aune. La Bretagne étroite, une demi-aune. Une demi-aune, c'est-à-dire 0,70 m de large. 2 tiers d'aune aux alentours de 80-90 cm. Et nous voyons effectivement que l'Oudéac produit à chaque marché, chaque année, en tout, puisque c'est pour toute l'année 1790, 41 000 pièces de toile, alors que les 2 autres marchés où se commercialisent les toiles n'en produisent que 33 000. Quant à mon contour, c'est beaucoup moins, vous voyez, c'est un peu plus de 2 000. Qui commercialise? Ce sont des marchands fabricants. Alors, ceci est particulier. À l'origine, le commerce est entre les mains majoritairement des Malouins. Puis peu à peu, il se dégage à l'intérieur de la manufacture un certain nombre d'individus qui vont être marchands. Nous en trouvons 48 à Saint-Caradec. J'ai joint Loudéac et Cadélac, puisque à partir de la Révolution française, la paroisse de Cadélac tombe dans le giron de Loudéac. Ça vous fait 40 fabricants. Et puis, au-delà de ces 3 communes, vous apercevez la décroissance, 10 marchands à la Motte, 14 à Pontivy, 6 à Plougna, 6 à Saint-Connect, et on descend jusqu'à 1 à Plémé. Et encore convient-il de dire que celui de Plémé, c'est le chirurgien local qui, en plus de ses saignées, s'exerce au commerce. Voyons maintenant, oui, on va terminer, le personnel de cette manufacture. Eh bien, l'enrichissement n'est que très progressif et nous le vérifions indirectement par les contrats de mariage. Bien sûr, je n'ai pas disposé de tous les contrats de mariage, mais ceux-ci, pour les marchands, se situent entre 2500 livres, en additionnant les 2 conjoints, jusqu'à plus de 50 000 livres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous sommes dans la catégorie des Malouins. La plupart des marchands de la région de Loudéac se situent entre 20 et 40 000 livres. Vous voyez, dans ces conditions, ce sont des gens qui non seulement ont eu une formation intellectuelle au collège de Saint-Brieuc, qui font des études de niveau baccalauréat, qui ont des connaissances précises sur le commerce qui se pratique en extérieur, qui sont capables de spéculer à certains moments sur l'exportation de leurs produits, et qui, dans ces conditions, ont une certaine aisance qui se reflète par les maisons que nous avons dans les environs de Loudéac. Et dans ces conditions, au XIXe siècle, quand le commerce sera définitivement abattu par la Révolution française, le commerce n'existe plus, puisque nous avons guillotiné notre roi et que l'Espagne a répondu négativement aux produits français. Quand l'Espagne sera envahie par les troupes de Napoléon et que l'on brûlera les produits français, quand par la suite on voudra recommencer un commerce et que, bien sûr, les colonies d'Amérique latine auront acquis leur indépendance, et que un produit de substitution qui s'appelle le coton aura remplacé sur les marchés d'Amérique latine
nos produits. On connaîtra donc la misère dans notre région et ce sera le début de la première émigration bretonne. Je vous remercie de votre attention. Merci de cette fresque. Une question, une remarque, un étonnement?